Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 23 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Demain samedi 24 mars, la Côte d'Ivoire organise ses premières élections sénatoriales. Mais comment va se dérouler le vote? Quelles sont les dispositions prises pour un scrutin apaisé? Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, se prononcera dans ce journal. La Côte d'Ivoire et la Suisse renforcent leur coopération dans le domaine de la formation. Les deux pays ont signé un accord ce vendredi ici à Abidjan pour développer l'enseignement technique et professionnel. L'accord a été signé en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le dossier de ce 20 porte sur les microfinances en Côte d'Ivoire. Levier de développement économique, les institutions de microfinance n'ont pas toujours réussi à jouer ce rôle auprès des ménages. Entre méfiance, abus de confiance et faillite, les microfinances sont à la recherche d'une nouvelle crédibilité. Enfin, 3 attaques ont frappé ce vendredi le sud de la France. Elles ont fait 3 morts et 16 blessés. L'auteur présumé de ces attaques, revendiqué par le groupe État islamique, a été abattu par la police. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence cette édition par les télégrammes de félicitations adressés par le président de la République, Alassane Ouattara, à ses homologues de la Chine, de la Russie et à la grande chancelière allemande Angela Merkel. Je vous livre d'abord ce télégramme adressé à Madame la chancelière. Le chef de l'État du ceci, votre réélection est pas à la tête du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Ensuite, un télégramme adressé à Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Le chef de l'État dit ceci: Monsieur le Président, votre brillante réélection à la magistrature suprême de la Fédération de Russie m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Un dernier télégramme adressé à Son Excellence, Monsieur Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Le chef de l'État écrit: votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République populaire de Chine m'offre l'agréable occasion d'adresser à votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Télégramme signé du président de la République, Alassane Ouattara. L'actualité politique en Côte d'Ivoire est dominée par les sénatoriales qui se tiendront demain, samedi 24 mars, sur tout le territoire national. Le collège électoral, composé principalement des élus de la nation, se rendra donc dans les urnes pour choisir les futurs sénateurs de la République. Mais comment va se dérouler le vote? Quelles sont les dispositions prises pour un scrutin apaisé? Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, s'est prononcé au micro de notre reporter Alexis Ouedraogo. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis de la Côte d'Ivoire, le samedi 24 mars prochain, c'est-à-dire demain, les députés de notre pays, nos représentants à l'Assemblée nationale, ainsi que nos élus locaux, conseillers régionaux et conseillers municipaux, se rendront aux urnes pour choisir les membres du Sénat, l'une des 2 chambres législatives que compte désormais notre Parlement, une première pour notre pays. Au nombre de 7011, nos députés et élus locaux constituent en effet le collège électoral spécifique appelés à élire au suffrage universel indirect nos futurs sénateurs tels que prévus par la Constitution, notre loi fondamentale. La commission électorale indépendante, en charge de l'organisation de ce scrutin, a reçu dans les délais requis 61 listes de candidatures à raison de 2 candidats par liste pour les 33 circonscriptions électorales concernées, à savoir les 31 régions et les 2 districts autonomes, Abidjan et Yamoussoukro, de notre pays. 58 listes de candidatures ont été retenues pour cette élection.
Ce scrutin permettra au collège électoral convoqué à cet effet par décret pris en Conseil des ministres le 21 février dernier de choisir les 66 sénateurs devant être élus, soit 2 sénateurs par circonscription électorale. Ces 66 sénateurs, faut-il le rappeler, constitueront les 2 tiers des membres de notre Sénat. Le tiers restant des membres de cette Chambre devant être désignés par le chef de l'État. 35 bureaux de vote seront ouverts pour la tenue du scrutin, un bureau au chef-lieu de chaque circonscription électorale, à l'exception d'Abidjan, qui en comptera 3 en raison du nombre d'électeurs du district autonome d'Abidjan. Les 116 candidats formant les 58 listes retenues pour cette compétition électorale et leurs états-majors de campagne ont su faire preuve d'un sens élevé de civisme et de fair-play électoral que je voudrais saluer et mettre en exergue à ce stade de mon propos. Je voudrais vous inviter instamment à maintenir le cap jusqu'au soir du 24 mars à l'issue du scrutin et même au-delà. Je voudrais également saisir l'opportunité de cette adresse pour vous assurer à nouveau et à travers vous l'ensemble de nos compatriotes du ferme engagement de la Commission électorale indépendante, institution citoyenne, à conduire cette élection en toute équité, impartialité et transparence, comme elle a toujours su le faire, au demeurant, et continuera de le faire. J'ose espérer que le scrutin du 24 mars 2018, quoique limité dans son ampleur, les sénateurs étant élus au suffrage indirect, contribuera à consolider davantage encore les acquis manifestes enregistrés ces dernières années par notre jeune démocratie. Je ne saurais achever mon propos sans vous assurer que nous avons déjà pris, en liaison avec les autorités compétentes, les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de toutes les parties prenantes au déroulement de ce scrutin, candidats et électeurs en particulier. La Commission électorale indépendante s'engage, en outre, à en proclamer les résultats dans les délais les meilleurs. Et avant sa déclaration à la presse, le président de la Commission électorale indépendante a reçu une importante délégation des missions diplomatiques de l'Union européenne, des États-Unis, de la Belgique, du Canada et de la Hollande, de la Grande-Bretagne également. Ils sont venus s'informer du dispositif mis en place pour garantir la crédibilité et la transparence du scrutin et les facilités d'accès aux observateurs et de la société civile. Et toujours à propos de l'organisation des élections sénatoriales prévues, je rappelle, demain samedi 24 mars, le superviseur de la CEI dans la région de San Pedro s'est entretenu avec les électeurs et les candidats au centre des échanges, les modalités de l'organisation et surtout l'appel à des élections apaisées. On en sait plus avec Mamadou Kwasi. Électeurs et candidats de la région de San Pedro face au superviseur de la CEI pour le compte du district du Bassa-Sandra. Au centre des échanges, la bonne tenue du scrutin de ce samedi 24 mars 2018. Félicien Amani Ipou a présenté les modalités de cette nouvelle élection en Côte d'Ivoire. Pour l'organisation pratique, il rassure électeurs et candidats que tout est fin prêt pour une élection juste et transparente. Nous avons informé également les candidats et les électeurs sur le mode de compilation, de transmission et de validation des résultats. Il s'agit d'un nouveau type de scrutin. Il s'agit d'une nouvelle institution que la Côte d'Ivoire va mettre en place. Nous appelons tous les élus, électeurs, à se déplacer pour opérer leur choix, pour élire la liste qui correspond bien sûr à leurs aspirations, pour rendre dynamique notre démocratie. Le superviseur de la Commission nationale d'indépendance CEI pour le compte du Bassa-Sandra appelle les différentes parties à maintenir le climat de paix qui règne déjà dans la région. Et cela doit se traduire, selon lui, par l'acceptation des résultats des urnes. Les différents intervenants ont fait cas de certaines difficultés, notamment le transport des électeurs éloignés de San Pedro, principal lieu de vote. À cette préoccupation,
Félicien Amanou Ipou répond. Ce ne sont pas une prérogative de la commission électorale indépendante. On n'a jamais transporté des électeurs. La commission électorale indépendante, que ce soit au présidentiel, aux législatives, dans tous les scrutins que la commission organise, elle ne transporte pas les électeurs. Et donc, pour ce scrutin des sénateurs, il n'y aura pas de transport des électeurs par la commission électorale indépendante parce que ce n'est pas prévu par les textes. Le corps préfectoral et l'ensemble des partis en compétition pour cette élection sénatoriale ont promis de tout mettre en œuvre pour que ce scrutin vienne renforcer davantage la paix et la cohésion sociale à San Pedro. Voilà, et je rappelle que demain, samedi 24 mars, auront lieu les élections sénatoriales sur tout le territoire ivoirien. La campagne électorale s'est achevée hier jeudi 22 mars. La question du parti unifié est aussi à l'ordre du jour de l'actualité politique nationale. Le PIT, Parti ivoirien des travailleurs, a tenu un point presse hier jeudi 22 mars à son siège, c'est dans la commune d'Agamé. Le conseil politique a clarifié sa position sur le parti unifié, projet des partis membres du RHDP. Olivier Iriebi et Alexis Ouedraogo nous en disent plus. Le Conseil politique national du PIT s'est prononcé sur le projet de parti unifié du RHDP. Le PIT, après analyse de la situation politique nationale, donne mandat 1. Au président du PIT de ratifier le manifeste du RHDP portant décision d'aller au parti unifié dans les meilleurs délais. 2. À la direction du parti de veiller à ce que toutes les étapes de cette création du parti unifié soient respectées comme le stipule le manifeste. 3. De veiller à ce que les intérêts et la dignité du PIT soient respectés au sein du RHDP. Pourquoi une telle décision? Le président en donne les raisons. Aujourd'hui, il faut que le PIT, à travers cette déclaration, montre bien que la direction a l'onction de la base, a l'onction des instances dirigeantes du parti, et c'est pour que le peuple de Côte d'Ivoire et les autres partis membres du RHDP sachent que le PIT a pris l'option et la résolution de poursuivre le processus en signant le manifeste qui est la première étape de cette dynamique. Le Conseil politique élargi prévoit d'expliquer la déclaration à toutes les bases du parti en vue d'aller les prochains jours à une convention pour endosser les autres textes fondateurs du parti unifié. Pour rappel, c'est en mars 2017 que le PIT a été admis comme membre à part entière du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et loin de la scène politique, la Côte d'Ivoire et la Suisse renforcent leur coopération dans le domaine de la formation. Les deux pays ont signé un accord aujourd'hui même ici à Abidjan pour développer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Cette convention signée en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va favoriser notamment la formation des formateurs. C'est ce que nous rapporte Francis Poifou. Outre la politique, la Côte d'Ivoire entretient de bonnes relations économiques avec la Suisse, 12e principal client, avec un volume d'échange de 292,1 milliards de francs CFA en 2017. Le stock des investissements suisses s'élevait à 171 milliards de nos francs en 2016. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly invite les opérateurs économiques suisses à accroître le volume d'investissement au regard des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité. Au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, un accord a été signé entre les gouvernements ivoiriens et suisses après une mission d'évaluation du système éducatif ivoirien. Permettre à notre dispositif de bénéficier de l'expérience suisse pour former nos formateurs et les mettre à niveau par rapport donc à l'évolution des curricula de formation. Et nous en aurons aussi dans la définition même des curricula de formation. Nous aurons aussi une plateforme d'échange et de retour d'expérience en matière donc de formation professionnelle. Nous aurons aussi un accompagnement dans notre politique de formation par alternance et formation par apprentissage, puisque c'est deux leviers sur lesquels la Côte d'Ivoire est en train d'agir, c'est deux réformes importantes qui sont en train de se faire. Tout cela avec une bonne implication du secteur privé. En Suisse, la formation professionnelle, elle se fait selon le mode dual. Il y a une partie en école
il y a une partie aussi avec les entreprises et les entreprises jouent un rôle très très important dans cette formation professionnelle. La formation professionnelle permet aussi d'éviter le chômage d'une manière générale. Réduire le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. C'est l'objectif du gouvernement à travers cet accord de coopération signé entre le secrétariat d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle de Suisse. Les lignes bougent aussi au niveau de la coopération Côte d'Ivoire-Union européenne. Le comité APE Côte d'Ivoire-UE vient justement de tenir sa deuxième réunion à Abidjan. Les deux parties ont planché en haute sur le règlement intérieur du comité, le calendrier de démantèlement tarifaire, l'accord relatif à l'Organisation mondiale du commerce. Le comité enregistre des avancées notables dans la mise en œuvre de cet accord, comme nous l'explique de façon détaillée Justine Seikiki. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne ont signé un accord de partenariat économique APE intérimaire en 2008 garantissant un libre accès des produits ivoiriens au marché européen. Depuis 2008 jusqu'à 2016, grâce à cet accord, mais pas uniquement à cet accord, bien sûr, les exportations de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne ont considérablement augmenté. La Côte d'Ivoire exporte à peu près 4,5 milliards d'euros vers l'Union européenne et en retour, l'Union européenne exporte vers la Côte d'Ivoire environ 2,4 milliards. Donc, vous voyez bien, on exporte presque le double de ce que nous importons. Le solde commercial est de 2 milliards d'euros. Pour la mise en œuvre de cet accord, un comité APE conjoint Côte d'Ivoire-Union européenne mis en place en 2017 s'est réuni pour la deuxième fois à Abidjan. Réunion qui a permis aux deux parties de s'accorder sur le règlement intérieur du comité APE et le calendrier de démantèlement tarifaire présenté par la Côte d'Ivoire dont le démarrage est prévu en 2019. Le calendrier de démantèlement tarifaire consiste à dire à la partie européenne, à partir de maintenant, en telle année, nous allons baisser les tarifs sur tel produit, telle année, nous allons baisser les tarifs sur tel autre produit, ainsi de suite, jusqu'à arriver aux 80%. En outre, la partie européenne se félicite de l'installation officielle des 6 groupes techniques prévus par la stratégie nationale APE et de la détermination des indicateurs pour suivre la mise en œuvre de l'accord et mesurer les résultats escomptés à court, moyen et long terme. La prochaine rencontre des deux parties est prévue en octobre 2018 à Bruxelles. Toujours en économie, la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, tire profit de son partenariat scellé il y a 4 mois avec le groupe de la Bourse de Londres et la Bourse de Casablanca. La BRVM vient de lancer à Abidjan, en collaboration avec ses partenaires, le programme Elite BRVM Launch au bénéfice de 10 entreprises. Ce programme permettra à ces entreprises d'avoir accès à des capitaux à long terme à travers la BRVM. Le reportage de Francis Boifo dans nos prochains journaux. On en arrive à notre dossier de ce 20h consacré aux microfinances en Côte d'Ivoire. Levier de développement économique, les institutions de microfinance n'ont pas toujours réussi à jouer ce rôle auprès des ménages. Entre méfiance, abus de confiance et faillite, les microfinances sont à la recherche d'une nouvelle crédibilité. Aujourd'hui, la part du marché est seulement de 6%. Mais grâce aux mesures d'assainissement engagées par le gouvernement, le secteur se relance. Dossier signé dans ce 20h, Lansani Bakayoko. Patrick, jeune travailleur, fait parallèlement de petites affaires. Ce matin, il a rendez-vous dans cette agence de microfinance située à Cocody. Après les formalités d'usage à l'entrée de l'édifice, il s'adresse à l'accueil. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Oui, je vais bien chez vous. Ok, je venais vous voir ce matin pour une opération. D'accord. Vous faites quelle opération? Bon, c'est à la caisse. D'accord. Vous allez à la caisse 2. C'est juste là. La caisse 2. Merci. Voilà donc Patrick au guichet. Voilà, je voudrais faire un retrait pour mes projets. Cette somme qu'il vient d'encaisser va lui permettre de développer son activité. Nous avons difficilement accès au crédit avec les banques classiques. Voilà, avec les microfinances, c'est plus facile. Le microcrédit, c'est avant tout l'opportunité pour des ménages modestes, habituellement exclus du système bancaire traditionnel, de bénéficier de prêts de faible montant, leur permettant de créer et de financer leur activité génératrice de revenus. Ces ménages modestes, prêts à solliciter les services de la microfinance, se comptent parmi les travailleurs du privé,
de l'informel et même au sein des fonctionnaires. Mais les femmes sont les premières bénéficiaires. Pourtant, aider vendeuse d'Atieke à Dabou n'a pas le cœur à solliciter ce prêt. Je ne suis jamais allée dans une microfinancière. Donc, je cherche quelqu'un pour m'aider. En réalité, aider à un mauvais souvenir de la microfinance par le passé, elle a été grugée par des promoteurs véreux. Quand je vendais à Yopougon, j'ai mis mon argent là-bas, je n'ai pas pu reçu pendant la crise. C'est resté comme ça. La crainte d'aider est d'autant justifiée que beaucoup de clients des institutions de microfinance ont fait les frais de l'irresponsabilité de certains promoteurs qui ont pris la fuite après avoir baissé le rideau. Mais la série de réformes entreprises depuis 2012 a permis d'assainir le secteur avec la fermeture de nombreuses sociétés, 136 au total. Hélène Dolo, directrice de la microfinance au niveau de l'administration du Trésor public, a participé aux réformes. Pour faire de la microfinance, il faut avoir une autorisation. Et l'autorisation est donnée lorsque vous avez montré votre capacité à gérer adéquatement les dépôts des populations et également à leur faire des crédits dans des conditions vraiment satisfaisantes. Donc la première phase de l'assainissement a consisté à fermer vraiment les institutions qui n'avaient pas d'autorisation. À ce jour, seulement 53 microfinances sont autorisées à exercer sur l'ensemble du pays. Toutes ces institutions-là, on peut l'affirmer, offrent dans des conditions de sécurité optimales des services d'épargne, de crédit et d'autres services de monétique aux populations qui n'ont pas accès aux banques. Georges Kwasi, lui, est le responsable d'une structure de microfinance. Pour accroître l'attractivité de son entreprise, il a mis en place un éventail de services financiers allant de la fourniture de micro-prêts pour l'appui d'une activité productive ou de l'auto-emploi au régime d'épargne au bénéfice d'acteurs économiques comme aidés. En termes de dépôt, ce qu'on appelle le e-banking, les transferts d'argent, tous ces produits-là, les institutions les ont. Nous allons en débattre et voir comment, quels sont les défis à relever pour l'avenir de la microfinance dans cette digitalisation de notre métier. Et enfin, la microfinance, et encore, c'est plus inclusif, et la finance rurale. Quelques conseils tout de même à tous ceux qui veulent contracter un micro-prêt. Il faut que les Ivoiriens sachent que quand quelqu'un va vers eux pour parler d'argent, il faut leur poser la question de savoir, avez-vous l'agrément de l'État pour en parler? Est-ce que si aujourd'hui mon argent est chez vous et qu'il disparaît, est-ce que je peux aller voir les autorités pour me plaindre, pour me faire rembourser au taux que la loi permet de rembourser? L'autre fait marquant du secteur est la restructuration de l'Union nationale des coopératives d'épargne et de crédit, UNACOPEC, le plus vaste réseau de microfinances qui détient environ 63% de parts du marché. Je pense que c'est l'une des institutions qui a la meilleure représentation sur le territoire national avec plus de 130 caisses dans les localités les plus reculées, d'où la nécessité pour l'État de l'accompagner pour continuer à offrir dans des conditions optimales les services aux populations ou dans les localités où il n'y a pas de banque, il n'y a pas la poste non plus pour offrir ces services financiers. Résultat de tous ces efforts, l'arrivée de nouveaux acteurs, en l'occurrence des firmes internationales, et un regain de dynamisme en phase avec l'embellie économique de ces dernières années. Quant au portefeuille client, il s'élève à 1 447 258 pour un taux de pénétration d'environ 26%. Désiré Tanoé, directeur exécutif de la fêtière des systèmes financiers décentralisés, ne cache pas son enthousiasme. Le secteur est d'une façon générale en pleine évolution, surtout avec l'arrivée des Greenfield, mais également des structures nationales qui innovent en matière d'offres de produits et de services à leur clientèle. Au 30 septembre 2017, les dépôts au niveau de la microfinance s'élevaient à 250 milliards de francs CFA
pour 250,3 milliards de crédits accordés. Voilà, Microfinance, la bataille de la crédibilité auprès des ménages, un dossier réalisé par Lansine Bakayoko. Christiane Taubira, ancienne ministre française de la Justice, est l'invitée spéciale du premier forum dédié à la jeune étudiante qui se tient ici à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le forum organisé par l'ONG Audace Côte d'Ivoire a pour thème « Déjà demain ». Le but est de sensibiliser la jeunesse estudiantine féminine, la préparer à mieux aborder la vie universitaire et entrer dans la vie professionnelle. Sephora Zegui, Franck Wadio. 35% de filles sont inscrites dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire, alors que les femmes représentent 48% de la population. Selon une étude menée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les filières scientifiques et technologiques accueillent seulement 16% de filles et 2% ont le bac scientifique. Un écart que l'ONG Audace Côte d'Ivoire, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, veut remettre à une juste proportion. La politique de gratuité à l'école primaire, la politique de scolarisation obligatoire pour les enfants de 6 à 16 ans, qui ont permis d'améliorer de façon sensible le taux de scolarisation de la jeune fille, qui est passé de 77% en 2010 à 89% en 2014, et puis l'ouverture de tous les corps de métiers et emplois de la fonction publique et militaire aux femmes. Il apparaît donc clairement que la femme ivoirienne est prise en compte au plan juridique et institutionnel et au niveau des actions. Nonobstant ces avancées, il reste encore un grand défi à relever. Nous pensons que les jeunes filles scolarisées sont souvent oubliées. On pense à la jeune fille en milieu rural, la jeune fille en difficulté, mais nos jeunes étudiantes ont des problèmes spécifiques de profil de carrière, de choix de filière. On espère qu'au sortir de ces panels, nos filles vont se poser les bonnes questions et changer peut-être de comportement et évoluer. Pour y parvenir, un invité de taille venu de France, Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, a dit aux jeunes étudiantes de mieux mettre en valeur leur potentialité. Rappelez que nous avons tellement de figures en référence que nous saurons affronter toutes les difficultés que nous avons en face de nous. Ensuite, que pour affronter ces difficultés, il faut que nous soyons, les filles, les garçons aussi, en mesure d'avancer dans la vie, donc d'apprendre, de nous instruire et de faire des choses. Et puis enfin, ne pas douter de nous. Redonner confiance, confiance aux filles, confiance aux garçons. Moi, je crois vraiment que dans la société, les filles, les garçons, il est essentiel que nous nous élevions ensemble. Première concernée, les étudiantes se disent prêtes à investir tous les domaines d'activité. J'ai retenu au sortir de ce forum que la jeune fille a également des compétences. Nous-mêmes, en tant que femmes, nous pouvons travailler notre assertivité pour valoriser nos compétences féminines, pour valoriser également nos valeurs, tout en gardant l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Pendant 3 jours, les étudiantes venues des universités et grandes écoles d'Abidjan de l'intérieur vont prendre part à des conférences et expositions sur des thématiques sur l'éducation, la santé, le droit et l'économie inhérents à la condition de la jeune fille étudiante. Cristallographie et développement, quel impact pour l'Afrique? Cette question était au centre d'une réflexion qui a réuni des chercheurs, toujours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les chercheurs ivoiriens ont reçu des équipements de pointe, 2 appareils qui vont booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de la médecine traditionnelle. Le Conseil national de la presse, organe public de régulation du secteur de la presse en Côte d'Ivoire, a suspendu l'hebdomadaire Les Sœurs Ivoiriens pour 4 parutions. Le collège des conseillers du CNP reproche à Les Sœurs Ivoiriens, dans son édition du lundi 9 au 23 mars 2018, des écrits contenant des injures, des qualificatifs outrageants, dédaigneux, calomnieux et inacceptables à l'encontre de l'artiste chanteur ivoirien Tikendia Fakoli, qui se serait prononcé à travers des médias et réseaux sociaux sur la situation socio-politique de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, l'entreprise de presse Asseyé Édition, éditrice de l'essor ivoirien, dispose d'un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision pour saisir la juridiction administrative compétente. C'est le résumé donc du communiqué du CNP parvenu à notre rédaction et signé par le président Raphaël Lacpé.
À l'étranger, 3 attaques ont frappé ce vendredi le sud de la France. Elles ont fait 3 morts et 16 blessés. L'auteur présumé de ces attaques revendiquées par le groupe État islamique a été abattu par la police. Je vous livre à présent le communiqué de la Direction générale des cultes. La Direction générale des cultes informe l'opinion publique et la communauté musulmane, notamment les candidats à l'édition 2018 du Hajj, que le quota de pèlerins du contingent étatique est atteint depuis ce jeudi 22 mars 2018. En conséquence, les inscriptions au niveau étatique sont arrêtés. Le directeur général des cultes, par la même occasion, invite l'opinion publique et la communauté musulmane à la vigilance vis-à-vis d'éventuelles personnes qui pourraient se proposer d'obtenir des places dans le contingent étatique à leur profit. Toutefois, il informe la communauté musulmane de la disponibilité de 1800 places auprès des organisateurs privés du Hajj, communiqué signé du directeur général Messamba Bamba, directeur général des cultes. Et ce journal est terminé, mais je rappelle ce qui concentre l'actualité. Demain, samedi 24 mars, auront lieu donc les élections sénatoriales sur tout le territoire. La campagne, elle, s'est achevée depuis hier, jeudi 22 mars. Pour ce scrutin sénatorial, 116 candidats sont en lice. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et je vous retrouve avec le même plaisir demain.